International de la CGT Service Public, c'est la première organisation syndicale chez les agents de la fonction publique. Bonjour à vous, merci d'être là. J'ai parlé de négociation, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. La constante avec ce gouvernement, on ne négocie pas. Il y a une série de réunions, ça on ne peut pas reprocher à M. Dussopt d'organiser une multitude de réunions, y compris on se demande comment l'administration qui entoure M. Dussopt peut tenir le coup face au nombre de chantiers qui sont ouverts. Visiblement, il travaille beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a 4 pour l'instant. Mais on ne peut pas parler de négociation, parce que la négociation, en langage français, dans le droit social, ça consiste à faire en sorte que ce que disent les organisations syndicales, entre autres, qui sont représentatives au plan national ou ailleurs, soient entendues. Or là, les propositions, je dirais, d'entrée, celles qui sont présentées par le gouvernement dont M. Dussopt est membre, sont les mêmes au fil des réunions. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas une prise en compte de ce que proposent toutes les organisations syndicales. De ce point de vue-là, rejoignent ce que j'ai dit. Oui, parce que je précise que vous êtes 9 organisations syndicales. J'ai invité une seule organisation, parce que vous voyez bien, je ne pouvais pas inviter 9 organisations syndicales. Ça, c'est le choix que j'ai fait. Pas de négociation, alors. Nous sommes dans une concertation, et nous l'avons annoncé dès le début, avec 4 objectifs. Avec 4 objectifs qui sont relativement simples sur le dialogue social, sur la question des rémunérations, sur les questions de recrutement ou encore les questions de formation et de mobilité. Le gouvernement a des objectifs, les affiche et propose aux organisations syndicales de voir comment nous pouvons les atteindre. Et ça ne veut pas dire que nous demandons aux uns et aux autres d'être d'accord avec tout ce que nous proposons. Extension du recours au contractuel, ça fait partie de... Nous avons aussi dit, parce que c'est important, que nous sommes ouverts aux propositions. Et il y a des propositions qui ont été faites dans le cadre des réunions préparatoires. J'en prends 2 et que nous avons acceptées. La première, c'est qu'un autre syndicat, en l'occurrence la CFDT, nous a demandé si nous pouvions ajouter des travaux, des séances de travail sur la question du recrutement de titulaires. À la fois parce que c'est un sujet important, mais aussi pour bien montrer que l'on ne va pas recruter que des contractuels, mais continuer à recruter des titulaires. Ça sera le cas. L'UNSA nous a demandé de travailler sur la question de l'égalité salariale, notamment dans le cas des grossesses et des congés parentaux. Ça sera le cas. Si ça n'est pas réussi, parce qu'on ne peut pas préjuger des discussions, dans le cas du renouvellement de l'accord sur l'égalité salariale, renouvellement qui est en cours, nous le mettrons dans la loi. Donc nous sommes preneurs de propositions, nous sommes aussi preneurs de ce débat. Après, nous avons des objectifs, et le pire en politique, c'est de renoncer à ces objectifs. Le recours au contractuel, c'est quelque chose qui vous pose problème? Tout à fait. Alors, je précise juste pour les téléspectateurs, oui, recours au contractuel, ça veut dire en gros des agents qui ne sont pas en fait recrutés sous le statut de la fonction publique. Rappelez, si vous me le permettez, au préalable, le statut tel qu'il a été conçu dès la libération et confirmé dans les années 80, contrairement à ce qu'en disent ces détracteurs, c'est une garantie pour les populations, pour les usagers. Tout un chacun, on est susceptible d'utiliser dans notre vie des services publics régis par la fonction publique. Et donc, de fait, le fait d'avoir des agents qui servent sous statut, ça les protège de toute discrimination, ça leur permet d'avoir sur l'ensemble du territoire le même service public de qualité, et ça permet aux agents et aux fonctionnaires qui sont sous statut d'être indépendants de toute pression politique ou partisane. Et juste une parenthèse, imaginez-vous dans les mairies ou les collectivités qui sont tenues par le Front National, si les personnels de ces collectivités n'étaient pas sous statut. On voit bien que la garantie, elle est avant tout pour les usagers. Et comme M. Dussopt, excusez-moi, parle de concertation, il ne parle pas de négociation. La CGT, elle aussi, a fait des propositions sur le fond, sur les contractuels, sur la rémunération, sur l'action sociale. Mais je suis malheureusement contraint de rappeler qu'elles ne sont pas prises en compte. Sur le fond, M. Dussopt vient de le redire, on reste sur ce qu'a prévu le gouvernement, c'est-à-dire 60 milliards d'économies, 120 000 suppressions d'emplois, 50 000 pour la fonction publique d'État, 70 000 pour la fonction publique territoriale, sans parler de ce que va être le sort réservé à la fonction publique hospitalière avec le nouveau mode de financement des hôpitaux. Donc le fond, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas faire peur aux gens. La fonction publique hospitalière... 120 000, c'est bien un chiffre que vous avez annoncé, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. La fonction hospitalière ne perdra pas d'effectifs. Et dans les semaines qui viennent, le président de la République et la ministre de la Santé annonceront des mesures spécifiques pour répondre aux besoins de la fonction publique hospitalière. Dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire au mois de juillet? Il y a un objectif à 120 000 qui a été annoncé, qui a été dit. En ayant en tête que dans les années qui viennent, sur 6 à 7 ans, nous avons environ 150 000 départs à la retraite et que nous avons aussi des réorganisations et une évolution numérique qui bouleverse les méthodes de travail. Mais je vais revenir sur la question des contractuels. Parce que M. Couderc en parle, et je connais cet argumentaire, je l'entends presque toutes les semaines, parfois même plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, sur 5 500 000 agents au total, les chiffres défilés tout à l'heure, il y a déjà 1 million de contractuels. Lorsque un usager se rend dans une mairie ou dans une préfecture,
qu'il a affaire à un contractuel ou un titulaire, il ne le voit pas, ça n'est pas écrit sur son front. Et le service public est rendu par des hommes et des femmes, titulaires ou contractuels, qui ont le même engagement, qui ont la même volonté de servir, la même volonté d'être utile. Il y a des protections pour les contractuels, et M. Couder le sait. Le statut dont on parle dit que les contractuels, parce qu'il les prévoit, sont soumis aux mêmes obligations, aux mêmes devoirs et aux mêmes droits que les agents titulaires. Nous, notre objectif, ce n'est pas de remettre en cause le statut. Le président l'a dit, le Premier ministre l'a dit, je le répète assez régulièrement, nous considérons que nous pouvons le moderniser, que nous pouvons apporter des ajustements, mais nous ne le remettons pas en cause parce que nous considérons que ce statut est utile. Nous continuerons à recruter en titulaire. Par contre, nous pensons qu'il faut donner plus de souplesse, plus de réactivité. Alors, je vais faire réagir, Monsieur Couder, à vos propos. Ensuite, j'ai une question particulière. Déjà, premièrement, Monsieur Dussop, il ne suffit pas de réaffirmer tous les jours que vous êtes pour le maintien du statut, pour que ça soit le cas. On voit bien tous les jours, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Pour ce qui concerne la contractualité, bien entendu que dans la fonction publique, il y a à peu près 16%, volant de 7% de non-titulaires. Dans la fonction publique territoriale, par exemple, c'est un peu plus, c'est de mémoire, c'est 20%. Malgré les dispositifs qui ont été menés par les précédents gouvernements, qui avaient pour vocation de réduire le nombre de titulaires. Nous, à la CGT, on n'est pas contre les personnels qui sont sous statut, sous emploi précaire, pardon. On est contre la précarité. Parce que contrairement à ce que vous dites dans une préfecture, peut-être que l'usager, lui, ne voit pas la différence entre l'agent qui est contractuel ou sous statut. Par contre, l'agent lui-même, il sait que s'il est sous contrat, il sera plus facilement vulnérable et plus facilement soumis à la pression sous son devenir professionnel. C'est-à-dire qu'il sait que le contrat est à durée déterminée, que très vite, malheureusement... Toujours. Vous savez comme moi qu'il y a aussi des CDI. Peut-être licencié ou être mis fin au contrat. En ce qui concerne le contrat à durée indéterminée, il existe certes depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on voit bien que quand même les volumes de personnel sous contrat à durée indéterminée sont très faibles dans la fonction publique. Ils dépendent d'une seule règle que vous connaissez par cœur, c'est la loi Sauvadet de mars 2012 qui dit que lorsque vous avez été contractuel pendant 6 ans sur un même poste, vous avez droit automatiquement à un CDI. Et il se trouve que pour les catégories, les équivalents catégorie A, les contrats sont des contrats de 3 ans qui peuvent être renouvelés 2 fois. Donc le troisième qui peut être renouvelé 1 fois, donc c'est 2 contrats, ce qui fait que le deuxième renouvellement entraîne le CDI, c'est automatique. Monsieur Dussop, pour vous expliquer, vous avez du mal, parce qu'on entend un représentant de la CGT sur ce plateau, mais ce discours, il a du mal à passer auprès des 9 organisations syndicales. Comment vous expliquez que vous avez du mal à enlever dans la tête de l'idée des organisations syndicales aujourd'hui que finalement, vous voulez peu ou prou casser le statut? Nous ne cassons pas le statut, nous le maintenons. Nous le maintenons et ce n'est pas la première fois, puisque nous allons procéder à des ajustements, ce n'est pas la première fois que le statut est ajusté. Depuis 1983 et la loi Socle déclinée dans des lois de 84 et 86, il y a eu des dizaines de modifications, les dernières datent de 2016. Donc nous maintenons le statut, nous voulons apporter les assouplissements nécessaires, y compris pour que la fonction publique soit plus forte. Mais je réponds sur la raison. Pourquoi nous le faisons et pourquoi elle s'inquiète. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous voulons plus de souplesse. J'étais hier en Haute-Garonne avec le Premier ministre. Quand vous avez un chef de service départemental qui nous dit que du fait du fonctionnement des commissions administratives paritaires et de l'empilement parfois de certains dispositifs, il a un poste vacant depuis le mois de juin 2017 qui a été pourvu par une commission administrative paritaire en novembre 2017 et que la personne n'est toujours pas là. Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations à faire pour être plus efficace? Et pourquoi les agents s'inquiètent? Et j'entends le discours des organisations syndicales. Parce que depuis 30 ans, à chaque fois qu'on a modernisé la fonction publique, c'est avec un angle budgétaire et ça a été vécu comme des secousses de transformation et pas comme une modernisation qu'on souhaite la plus linéaire et la plus souple possible. Il y a quand même un angle budgétaire. Toujours. Il y a un angle budgétaire, je pense que c'est... Mais toujours. C'est le problème de fond. Toujours. Mais qui, aujourd'hui, va nous dire que notre pays se porte merveilleusement bien financièrement? Ce n'est pas le cas. Alors, je voudrais juste vous faire réagir, on reviendra sur l'angle budgétaire, mais à quelques contributions supplémentaires. Alors, on a posé la question aux internautes de savoir s'ils avaient eux-mêmes des idées de ce qu'il fallait changer en priorité. Alors, première contribution, limiter au strict minimum quelques fonctions régaliennes, les emplois d'État. Ça, c'est Gérard, notre Corse. Il existe une multitude de strates intermédiaires de chefs. Alors, chef de crayon, chef de gomme, chef de punaise, qu'il faut remettre au travail. Yvette de Givors. Il faudrait remettre aussi en cause le pantouflage. Donc, vous savez, cette pratique qui fait que les hauts fonctionnaires passent dans le privé et les passerelles de la haute fonction publique. Hugues à Lyon. Enfin, dernière contribution, réduire le nombre de communes, transférer une partie de ce budget aux hôpitaux. Et puis, 20% de l'effectif d'éducation nationale n'enseigne pas. Il faut le faire passer ce taux à 10%. Gilles de Limonest, là, je vous ai résumé sa contribution qui est beaucoup, beaucoup plus développée. Réaction. Sous la première partie des contributions, bon, c'est un petit peu populiste. Dire qu'il y a trop de fonctionnaires, il y a que quelque part on ne sait pas quoi faire les fonctionnaires. Déjà, rappeler que l'empilement institutionnel tel qu'il est décrit n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que chaque collectivité
et c'est le politique qui fait les lois. Hein, et ces derniers temps, il y a eu quand même un certain nombre de ce qu'on appelait la réforme des collectivités territoriales, qui a consisté à revoir les... Que vous avez porté, que vous connaissez parfaitement bien. Et dont je suis fier, parce que ça permet des mutualisations. Tout ça. Donc, de manière, je dirais, péjorative, dire que les fonctionnaires n'ont pas de mission. Chaque fonctionnaire a une feuille de poste, chaque fonctionnaire sait pourquoi il a été recruté. De ce point de vue-là, je veux dire, il n'y a pas de problème. Sur la question du pantouflage, c'est une vraie question. En effet, nous considérons à la CGT que c'est dangereux que des agents et surtout des catégories, des fonctionnaires de haute catégorie, ce qu'on appelle la catégorie A+, du jour au lendemain puissent partir dans le privé et inversement des fois revenir. Ça pose des problèmes de fond, de déontologie. Et dans le passé, il y a eu des lois qui ont régi ce pantouflage et nous sommes très réservés sur cette possibilité. Monsieur Dussopt, vous dites régulièrement que ce qui vous a attiré chez, et je voudrais vous faire réagir là-dessus tous les deux, chez Emmanuel Macron, c'est son progressisme. C'est le cas. Voilà, votre définition du progressisme. C'est le cas, et le progressisme, c'est, je l'ai dit, à la fois permettre à chacun de s'émanciper, protéger les plus faibles et garantir la cohésion sociale. Et le progressisme, quand on l'applique au secteur de la fonction publique, j'ai la conviction que c'est la modernisation sans remettre en cause le statut. J'ai la conviction aussi que c'est donner aux agents, à tous les agents, les moyens et l'accompagnement nécessaires pour faire face à des transformations. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est pas l'image qui passe. Hein. On est d'accord, président des riches, flat tax, suppression de l'ISF. Permettez-moi de donner deux chiffres qui iront à la fois au rebours des réactions que j'ai trouvées moi aussi, comme M. Couder, relativement populiste, et à rebours peut-être de ce que vous venez d'égrener et que je trouve parfois un peu sonnant comme des raccourcis. Il y a une volonté du gouvernement d'aider les agents publics à mieux affronter un certain nombre d'enjeux, le numérique notamment. Est-ce que c'est casser la fonction publique que de prévoir, comme nous le faisons, un budget de 1,5 milliard d'euros pour la formation des agents d'État sur les 5 ans qui viennent? Le schéma directeur est publié. Est-ce que c'est casser la fonction publique que de prévoir une enveloppe de 700 millions d'euros avec un premier appel à projet en cours pour aider les administrations à se moderniser et leur donner les moyens justement de se moderniser pour être plus efficaces? Nous le faisons, nous y travaillons pour les agents et pour le service public. Monsieur Couder, vous êtes d'accord avec cette définition du progressisme? Pour être progressiste, c'est être attaché à la justice sociale dans un premier temps, ce qui consiste à ce que les générations d'aujourd'hui vivent mieux que les générations d'hier et que les générations de demain vivent mieux que nous vivons aujourd'hui. Or, moi, je considère que la politique menée par le président Macron et son gouvernement, à laquelle appartient M. Dussopt, ne participe pas à cela, tout comme les politiques menées depuis quelques années par les gouvernements successifs, qui sont plus au service de la doctrine ultralibérale qu'à la réponse des besoins. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à Dimanche en politique. La semaine prochaine, pas d'émission en raison de la retransmission des 24 heures du Mans.